Une famille de zombies génétiquement modifiés qui foutent le bordel en France, dans les villes et les campagnes, plutôt la campagne. Alors on est au Bloody Weekend, édition 2022, avec Julien Dewolt et Arnaud Tabarly, réalisateurs émérites de Super Z. Alors, la genèse du film, comment ça a démarré ce beau projet de Super Z? On avait commencé par faire un court-métrage qui s'appelait Les Fines Bouches, qui était exactement sur le même, on va dire, concept, à savoir des zombies qui allaient parler et qui étaient modifiés. Et du coup, ça nous a donné l'envie assez vite de partir sur le long parce que on avait adoré le tournage, on s'était vraiment éclaté, donc voilà, c'était ça, je pense. Oui, puis les personnages nous plaisaient, donc on a repris vraiment l'architecture du court-métrage pour l'adapter en long, mais en changeant un petit peu quelques paramètres pour que ça soit quand même un nouveau film. Et voilà, on est parti dans l'aventure, parce qu'on a trouvé des producteurs aussi qui avaient beaucoup aimé le court-métrage. Donc voilà comment ça a démarré. D'accord, comment on peut pitcher le film en quelques mots pour le vendre? C'est difficile sans le spoiler, mais comment on peut le résumer, voilà, le pitcher? Une famille de zombies génétiquement modifiés qui foutent le bordel en France, dans les villes et les campagnes, plutôt la campagne. Voilà, on y voit un peu. Est-ce qu'on peut y voir un côté redneck? C'est un peu péjoratif, mais ouais, quand même. Ouais, vous êtes péjoratif pour le coup, mais ouais, clairement. Ouais. Oui, c'est très débridé, donc. Alors le tournage, comment ça s'est passé? Combien de temps? On a tourné sur 6 semaines, donc à côté de Gien, dans le Loiret. Très compliqué, mais une bonne éclate pareil. D'accord, donc c'est un petit village en fait où vous avez tourné? Oui, on a tourné à Autry-le-Châtel, qui est un petit bled à côté de Gien, majoritairement sur une forêt en fait, et puis ensuite quelques lieux comme le laboratoire, etc., qui étaient à Gien, qui était l'ancienne polyclinique de Gien, je crois, qui était bien désaffectée, qu'on a réhabilité. Et vous avez été bien accueillis par les locaux, les rednecks? Oui, oui, clairement. Ils étaient très contents et puis on va dire qu'on a fait un petit peu l'événement. On a eu un peu de presse sur le coup, je pense que ça les a fait rire parce qu'on a des zombies qui sont assez bleus, comme les zombies de Romero. Oui. Donc ça passait pas inaperçu. Ouais, c'est clair. Dans la forêt, tu vois, ils se trouvaient à passer au milieu de la forêt ou au milieu de on logeait dans un petit espace avec des chalets et tout, et il y avait d'autres gens des touristes quoi, qui donc voyaient du coup de temps en temps arriver un zombie tout bleu ensanglanté, etc. On s'est fait engueuler même parce qu'il y avait un gamin qui avait eu un gros coup de flip. Il était tombé nez à nez si tu veux avec le zombie tout ensanglanté. Bon, voilà. Le casting, il y a comme des noms surprenants. Oui. Comment ça s'est passé le casting? Convaincre des gens voilà, qui ont une carrière déjà, on va dire, un peu établie? Ce qu'on voulait en fait, c'était avoir un casting un peu iconoclaste, c'est-à-dire avoir un peu des mecs de la comédie, des mecs qui allaient plus être de l'underground, des gens qui allaient être du cinéma d'auteur, donc voilà, Jacques Boudet, Jean-François Galotte, HPG, Johan Libero, Schwanderfer, Jo Prestia, Julien Courbet. Ouais. Donc ça se mélangeait un peu et tout, et en fait, déjà à partir du moment où on en a eu 2 ou 3, on n'avait plus aucun problème pour en avoir d'autres. Ça c'était assez facile parce qu'ils étaient contents de jouer ensemble, et surtout ils étaient contents tous de faire un truc de vraiment différent. Parce que finalement, à part Jo Prestia, je pense, et Jean-François qui avait fait Baby Blood, globalement aucun avait vraiment été dans le genre, on va dire, un peu trash, un peu gore. Un peu underground quoi. Ils avaient tous fait surtout du film d'auteur, enfin Libéraux c'était ça, Jacques Boudet aussi. Après Prestia il avait fait La Horde déjà, il avait fait pas mal de trucs donc voilà. Les autres se sont éclatés quoi, parce qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude de jouer ce registre. Je crois ni de jouer ensemble, la plupart s'étaient pas croisés sur des tournages alors qu'ils se connaissaient, donc ça c'était sympa. Donc beaucoup d'effets spéciaux. Alors, les effets spéciaux, on va dire physiques, maquillage,
les choses que consomment les zombies, on va dire. Comment ça s'est passé? C'était particulier quand même. Je sais pas, les acteurs ne devaient pas avoir l'habitude de faire ça. Ah non. Ils découvraient un petit peu comme ça se passait dans ce genre de film parce que là, il fallait aller au maquillage très tôt le matin pour pouvoir se faire poser les prothèses, pouvoir se faire teindre la peau, poser les lentilles et tout ça. Et puis il y a aussi tout un aspect sanguinolent des monstres qui revenait un peu à chaque prise, c'est-à-dire ils crachent du sang en permanence de la bouche. Donc il y a tout cet aspect-là, ils ne connaissaient pas. Au début, ils trouvaient ça rigolo. Mais au bout de 6 semaines, ils étaient fatigués. Ouais, ils trouvaient ça beaucoup moins drôle à la fin. Puis bon, c'est vrai qu'ils avaient chacun, je crois, 1h30, 2 heures de make-up tous les matins, donc ils se réveillaient quand même bien avant. Tout le monde. Ça dépend, nous on était sur le plateau en prépa, mais c'était différent. En plus, à un moment, il a commencé à faire froid et tout. Ça commençait à être franchement désagréable parce qu'on tournait quand même en plein milieu de la forêt, majoritairement. Donc au niveau logistique, c'était un beau bordel aussi. Et puis il y a les effets spéciaux numériques, il y a beaucoup de plans numériques. Ouais, beaucoup de petits trucages, c'est beaucoup du rajout de fumée, du muzzle flash pour avoir les coups de feu, etc., éjection de douille, tout ça on ne l'a pas fait en direct, effectivement. Pour des raisons plutôt pratiques. Mais oui, on a eu de la chance de trouver Cyril Ferron de 422 qui nous a fait tout ça très majoritairement, c'était lui, avec Jean-Clément Levaché et quelques autres qui nous ont aidés là-dessus. Et ouais, au total, on avait compté à un moment, il y a plus de quand même de 300 plans qu'on a retouchés comme ça. Sur le château d'eau a été racheté. Absolument, absolument, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de château d'eau. Si on va à Autry-le-Châtel, vous ne le trouverez pas. D'accord. Voilà. Un élément clé du film, le château d'eau. Voilà. Pas de spoiler. Alors, pour le film, quelque chose qui est assez inédit, c'est l'invention de ce langage zombie. Parce que là, on a des zombies qui parlent. Voilà. C'est pas si courant que ça dans l'histoire du cinéma. Comment ça s'est passé, ce langage, du coup, qui est sous-titré? Voilà, on a sous-titrer les zombies, ce qui est assez original. Comment c'est venu cette idée? On avait quand même envie qu'ils parlent une langue propre à eux-mêmes. À partir du moment où on a décidé vraiment d'en mettre une et d'en faire une. Ça permettait aussi quand même de les déshumaniser un petit peu plus, puisqu'un zombie reste quand même avec une apparence humaine à la base, même si elle est tronquée. Donc c'était surtout ça, avoir vraiment une espèce de création originale comme ça. Et les références, on avait les Mignons notamment, qui font ça, mais qui eux sont plus sur des onomatopées ou des abréviations dont on comprend le sens. Là, nous, on voulait quand même un langage vraiment, puis si tu veux, qui permettait aussi de retrouver les racines d'un humain. C'est-à-dire le fait qu'il parle permettait et d'avoir quelques mots qu'on a laissés en français, comme toutes les insultes et tous les prénoms sont en français et intelligibles. Ça, on les a pas traités en langage. Donc ça crée un mélange qui est suffisamment, on va dire, accrocheur pour à la fois ne pas reconnaître les termes et en même temps entendre des échos de langage qu'on connaît, français du coup, et qui fait qu'on comprend toujours ce qui est marqué, même si on ne le lit pas totalement, mais si on le lit, c'est mieux parce qu'on a vraiment tout le sens de ce qui s'exprime. Oui, parce que c'est vrai qu'on a fait le test de mater le film non sous-titré. Bon, il y a certaines phases effectivement qui ne marchent pas quand on va être dans quelque chose de vraiment trop, entre guillemets, explicatif. Mais par contre, sur l'intention globale, ça passe. Ça, clairement, ça fonctionne. Donc, grosse post-production, beaucoup de travail. Ça fait du bien quand ça s'arrête, quand c'est fini, quand on a coupé le cordon. C'est sûr. Puis c'est un petit film. On a eu que des apports, on va dire, de coproduction et un petit peu privé. On n'a pas eu de subvention ni quoi que ce soit de ce genre. Donc faire un film à effets spéciaux avec autant de maquillage, ça a été, oui, en post-production aussi particulièrement très difficile et très long. On a passé beaucoup d'années à essayer d'obtenir, on va dire, tout le nécessaire qu'il devait y avoir dans le film. Et ça, c'était peut-être une des étapes les plus dures du film, je pense. C'est l'étape la plus dure, la post-prod. Enfin, dans notre cas à nous, bien sûr. Parce que là, c'était extrêmement complexe. On a vraiment dû traiter, si tu veux, étape par étape. Pour pas se mélanger les pinceaux, on ne pouvait pas tellement se projeter en fait en disant, en prenant dans 6 mois on commence les effets. On ne pouvait pas se permettre ça parce qu'on n'était pas avec des deadlines réels. On devait faire beaucoup en fonction de nos partenaires et de leur disponibilité, qui étaient tous des boîtes, etc. qui fonctionnent. Mais
qui pouvait pas, si tu veux, prendre des engagements à long terme sur le film, puisque de toute façon c'était très majoritairement en participation. Donc s'il y avait un autre projet qui arrivait sur eux à un moment, nous on devait faire une pause. Et comme on ne pouvait pas partir sur une autre étape en même temps, ni trucage des voix, tu vois, ni effet et tout. Tant que le montage par exemple n'était pas fini, on pouvait strictement rien commencer. D'habitude on peut commencer à composer un peu la musique et tout. Là on ne pouvait pas se le permettre. Parce que vraiment tout aurait changé, ça aurait chamboulé et on n'avait pas en plus le budget pour permettre de « Ah ok, t'as déjà fait ça, bah, c'est pas grave, on va juste les tirer et tout », mais en final ça lui prenait 2 fois plus de temps au mec. Donc en fait c'était vraiment, une fois qu'on a fini un truc, on passe sur la couche d'après. Il fallait être ultra précis et très économe sur le nombre de… Bah, par exemple sur les plans c'était pareil. On ne pouvait pas faire de tests ou d'essais. Il était une fois un sordide laboratoire surnommé le Purgatoire. Dans ce lieu interdit, un savant fou se croyant génial teste de nouveaux virus sur quelques cobayes. C'est ainsi que naissent 4 petits zombies. Alors la musique, ça commence très fort le film. Voilà, comment on appréhende la musique? C'était déjà au départ dans le projet ou comment on emmène cette musique un peu dance, techno, je sais pas comment on l'appelle, qui est assez décalée quand même par rapport à ce genre de film quand même. Alors, je dirais, bon, toute proportion gardée, moi le début du film m'a fait penser aux Gardiens de la Galaxie quoi. Oui, c'est vrai, tiens, oui, un peu. Tu vois le héros qui se met à danser sur une vieille chanson. Hein. Oui, c'est ça. Effectivement. C'est amusant comme référence. Et donc, il y a eu donc des chansons existantes, Eiffel, je crois. Et puis donc 65 et les musiques classiques. D'accord. Elle était déjà là, enfin, elle est déjà existante, effectivement. Et pour le début, c'est Kiwi, qui est un artiste électro surtout, qui a composé ça. C'est Natalia Pujol qui a chanté dessus. Et voilà, mais oui, effectivement, c'était déjà… À la base, ça devait être les Venga Boys. Oui. Voilà, sauf que le budget n'a pas suivi pour le coup. Et moi, ça me rappelait beaucoup mes 12-14 ans, tu vois, avec la dance et techno de ces années-là. Donc ça m'amusait beaucoup de partir là-dessus. Puis ça donne le ton du film un petit peu. Oui, complètement, oui, voilà. On comprend tout de suite que ça va rigoler, quoi. Enfin, que ça va déconner, en tout cas. On s'en occupe, monsieur. Alors le film s'inscrit dans j'allais dire une longue tradition, elle n'est pas si longue que ça, du fantastique français, du film d'horreur français. Alors, on pense à La Horde, hein, tu as parlé de La Horde tout à l'heure. Comment vous vous inscrivez dans ce patrimoine, dans ce genre qui existe, mais on aimerait qu'il existe plus peut-être. Mais voilà, c'est sûr. C'est osé, en gros, voilà, c'est osé, c'est coyeux de faire un film d'horreur français. Après, on a fait vraiment, c'est ça qui était cool avec ce film, c'est qu'on a vraiment fait ce qu'on avait envie et on bénéficiait quand même d'une belle liberté, au-delà des moyens qui nous restreignaient. On pouvait quand même à peu près faire ce qu'on voulait, donc ça c'était chouette. Les prods ne nous ont pas du tout restreints sur ça. Donc après, sur la place dans le cinéma français, je pense que ce sera celle qu'on va nous donner, pas celle qu'on va prendre, puisque après tout, c'est pas à nous d'en décider, quoi. Voilà, nous, on est content d'avoir fait un film français, c'était ça qui comptait pour nous aussi. On n'avait pas du tout envie, tu vois, de mettre de l'anglais ou quoi que ce soit. Ça nous plaisait d'être made in France vraiment 100%, de tourner en France avec des comédiens français et tout ça. Et vous aviez des références au départ Pas mal. Il y en avait plusieurs, ouais. Déjà, on a refait quand même majoritairement, on s'est retapé à peu près tous les films de zombies qu'on connaissait déjà et tout. Donc on a revu Dead Snow, on a revu les Evil Dead, bien sûr. Qu'est-ce qu'on avait? Il y en avait tellement, tous les Romero, Branded, bien sûr, Bad Taste, etc. Et après, l'idée était quand même de rajouter aussi nos références à nous dessus. Donc moi, j'avais dit Kusturica pour l'aspect grand foutoir bien organisé, qui me plaisait beaucoup. J'ai toujours adoré ça. Après, sur le reste des références… On a un petit peu partagé. Moi, il y avait le côté Zemeckis pour La mort vous va si bien, où effectivement les morts parlaient étaient c'est vrai que ça, tournés c'est une en référence dérision. importante. Et il y avait, après, il y a Gremlins aussi, parce que c'est vrai que les monstres ressemblent beaucoup à des garnements qui sont intenables. Et ça aussi, ça nous faisait beaucoup rire, parce que les Gremlins, par exemple, pouvaient tout faire. Ils pouvaient tout parodier, entre guillemets. Nous, on a été moins dans ce côté-là, mais nos zombies en eux-mêmes sont quand même un peu des parodies eux-mêmes de personnages avec le rappeur, atypiques. Voilà. Donc, c'est surtout là-dessus que ça a tourné. Il fallait que c'est un peu folklore.
Oui. L'aspect cartoon aussi qui est vraiment très présent dans le film. Et Made in France, avec le Made in France effectivement qui Ouais, là on aurait du mal de toute façon à s'en séparer. Un personnage très français, Augustine. Oui, voilà, oui, c'est ça. Et il y a une magnifique 2 chevaux. Oui, voilà, sur ça aussi. Tout à fait. Vrai, Donc c'est contemporain, ça se passe de nos jours en fait. Oui, absolument, pour nous c'est ça, ouais. On ne le situe pas définitivement complètement, on n'est pas censé justement, on se dit c'est dans les 30 dernières années, mais on ne sait pas trop quand. Après, moi ce que j'aime bien dans le fait de ne pas dater les films en écrivant vraiment au burin, tu vois, à l'intérieur ce que c'est que, enfin la date et le contexte, c'est que ça lui permet quand même pas forcément une vie plus longue, mais une réception en tout cas plus large. C'est parce que je trouve que les messages, quand ils vont être, à moins qu'ils soient vraiment datés et que le contexte soit hyper important, voilà. Après il y a 2-3 petits clins d'œil quand même, hein, quand le PDG parle à Nicolas, etc. Il y a Casse-toi, tu vois, il y a Casse-toi pauvre con et tout, bon voilà. Donc on pourrait dire, ouais allez 2011, mais... Et puis il y a un peu de flower power quand même, un peu des sortes de communauté hippie, donc là effectivement, ça peut remonter aussi un peu plus avec la 2 chevaux, on se retrouve aux années 70. Voilà, c'est ça, qui fait aussi une référence et un clin d'œil à d'autres films qu'on aime beaucoup. Voilà. Ouais, puis il y a un petit clin d'œil un peu à Groland aussi. C'est vrai, oui. On aurait dû le dire avant. Effectivement, Groland a compté aussi pas mal. Ouais. Ce sera un peu la surprise. Il y en a un peu partout. Alors donc, est-ce que vous avez des projets dont vous pouvez parler? Alors, je te laisse commencer. Alors, moi, je ne peux pas en parler. Là, moi, je travaille sur plusieurs projets on va dire, et dans le cinéma et à côté. Mais malheureusement, effectivement, on est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir... Il faut d'abord que celui-ci sorte aussi un petit peu, parce que ça fait longtemps qu'on se le trimballe. Mais oui, il y aura de la suite. Et on espère, si ce film marche un petit peu, ça sera plus facile aussi de les faire. Ouais, ce sera une belle carte de visite. Ouais, c'est vous qui avez fait Super. Oui, voilà, je pense que... Ça peut être aussi une carte de visite qui peut foutre la trouille. C'est à double tranchant. Ça va dépendre. Et toi alors alors moi du coup, ouais, j'ai un long là que je devrais faire. Je devais le faire juste avant le Covid. Là, normalement, ça devrait plutôt être 2024 ou 2025. Parce que l'année prochaine, j'ai d'autres trucs à gérer avant. Donc je ne suis pas certain de pouvoir le reporter sur l'année prochaine. Donc il y a un thriller en coproduction avec la Pologne. Voilà. Et puis les spectateurs, amusez-vous bien, quoi, voilà. On espère que ça va vous plaire, quoi. Voilà. Amusez-vous bien surtout. Mais quel cirque cette famille!